Je suis Sarah, et j'avais l'habitude de croire que l'amour dans les familles était censé être équitable, que les parents étaient censés célébrer tous les accomplissements de leurs enfants avec le même enthousiasme, le même investissement, la même joie. Je me suis accrochée à cette croyance même quand les preuves s'accumulaient que dans ma famille, l'amour venait avec des conditions et le favoritisme était plus profond que je ne l'avais jamais imaginé. Mais ce que j'ai entendu ma famille chuchoter lors de ce qui aurait dû être l'un des jours les plus importants de ma vie a brisé cette illusion à jamais et m'a forcé à affronter une vérité qui finirait par me libérer. Si vous vous êtes déjà senti comme l'enfant oublié de votre propre famille, ou si vous vous êtes demandé pourquoi vos réussites ne semblaient jamais avoir autant d'importance que celles de quelqu'un d'autre, cette histoire est pour vous. Parce que parfois les trahisons les plus douloureuses viennent des gens qui sont censés nous aimer inconditionnellement. En grandissant, j'étais la fille aînée dans ce qui ressemblait à une famille de classe moyenne parfaite. Mes parents, tous deux des professionnels accomplis, avaient construit une vie confortable en banlieue. Ma sœur Emma avait 3 ans de moins que moi et de l'extérieur, nous ressemblions probablement à n'importe quel père de sœur normal. Mais en repensant maintenant, je peux voir les schémas qui se sont établis tôt, des schémas que j'étais trop jeune et trop pleine d'espoir pour reconnaître comme le favoritisme systématique qu'ils étaient vraiment. Emma était ce que les gens appelaient un enfant facile. Elle était naturellement extravertie, charmante, et avait cette façon naturelle de se faire adorer par les adultes. Elle riait aux blagues de mon père, complimentait la cuisine de ma mère et semblait savoir instinctivement comment être la fille qu'il voulait. Moi, d'un autre côté, j'étais plus calme, plus sérieuse, plus concentrée sur mes études et mes propres intérêts. Je lisais constamment, j'écrivais de la poésie et je passais des heures à travailler sur des projets artistiques. Pendant qu'Emma faisait des spectacles pour les amis de la famille lors des dîners, j'étais généralement dans ma chambre, absorbée par le projet créatif qui avait capturé mon attention cette semaine-là. La différence dans la façon dont nous étions traités a commencé petit. Quand Emma a gagné un trophée de participation dans sa ligue de football de l'école primaire, mes parents lui ont organisé un dîner de célébration et ont invité les grands-parents. Quand j'ai gagné le concours d'écriture régional du collège, battant des enfants de 15 autres écoles, ma mère a fait mon dessert préféré et m'a dit qu'elle était fière. La réponse était chaleureuse, mais ce n'était pas une célébration, c'était de la reconnaissance. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que je n'avais pas besoin du grand spectacle de toute façon. Au lycée, les schémas sont devenus plus prononcés. Emma était populaire de nature, le genre de fille qui se faisait facilement des amis et était invitée à toutes les fêtes. Elle jouait au volley-ball, faisait partie du conseil étudiant et semblait traverser son adolescence sans les phases gênantes ou les difficultés sociales qui avaient marqué la mienne. Mes parents rayonnaient quand les gens complimentaient le succès social d'Emma, parlant de combien elle était appréciée, de combien elle semblait mature pour son âge. Pendant ce temps, je construisais un autre type de succès. J'avais maintenu une moyenne de 4.0 tout au long du lycée. J'étais rédactrice en chef du magazine littéraire, présidente de l'équipe de débat, et je passais mes étés à faire du bénévolat au centre d'alphabétisation locale. J'avais été acceptée à l'université Northwestern avec une bourse d'études partielle, quelque chose qui aurait dû être une source d'immense fierté familiale. Mais mes accomplissements semblaient être des notes de bas de page comparées aux victoires sociales d'Emma. La première vraie fissure dans ma compréhension de la dynamique familiale est arrivée pendant la 2e année de lycée d'Emma, quand elle a eu 16 ans. Mes parents planifièrent sa fête de ses 16 ans depuis des mois, la traitant comme une opération militaire. Ils ont engagé une organisatrice de fête, loué la salle de bal du plus bel hôtel de la ville et envoyé des invitations formelles à plus de 100 invités. Le thème était Garden Party élégante, avec un quatuor à cordes en live, un photographe professionnel et un gâteau à 3 étages qui coûtait plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens. J'ai regardé depuis les coulisses mes parents se transformer en machines à organiser des fêtes. Ma mère a emmené Emma faire du shopping pour sa robe, pas dans un seul magasin, mais dans 5 boutiques différentes, jusqu'à ce qu'elle trouve la robe parfaite. Elles ont engagé une maquilleuse et une coiffeuse. Elles ont organisé une limousine pour transporter Emma et ses amis les plus proches au lieu de réception. Aucun détail n'était trop petit, aucune dépense trop importante. La fête elle-même était à couper le souffle. La salle de bal était décorée avec des milliers de guirlandes lumineuses et de fleurs fraîches. La nourriture était préparée par le restaurant le plus cher de la ville. Il y avait un DJ professionnel, un photomaton avec des accessoires personnalisés et des cadeaux d'invités qui coûtaient probablement plus cher que toute ma garde-robe.
En regardant Emma faire son entrée grandiose dans sa robe de créateur, ressemblant à une princesse dans un conte de fées, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un mélange de bonheur pour elle et un malaise grandissant sur ce que ce niveau de célébration signifiait. Plus tard dans la soirée, après que les invités soient rentrés chez eux et que nous rangions, j'ai entendu mes parents parler du coût final. 15 000 $. 15 000 $ pour une seule soirée, pour une fête d'anniversaire. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac, non pas parce que j'en voulais à Emma pour cette fête, mais à cause de ce que cela révélait sur les priorités et les valeurs de notre famille. 2 ans plus tard, quand mon 18e anniversaire approchait, je me suis retrouvée prudemment optimiste. Sûrement que cette étape importante, cette transition vers l'âge adulte légal, mériterait une forme de célébration significative. Je ne m'attendais pas à une fête de 15 000 $, mais je pensais qu'il y aurait quelque chose de spécial, quelque chose qui reconnaîtrait l'importance de ce moment dans ma vie. J'avais terminé ma dernière année de lycée major de promotion, j'avais été acceptée à Northwestern avec cette bourse, et je prévoyais d'étudier le journalisme avec le rêve de devenir reporter d'investigation. J'étais aussi à 3 mois de sortir du système de placement familial, quelque chose que mes parents n'avaient jamais reconnu directement, mais qui donnait plus de poids à cet anniversaire particulier. À 18 ans, je serais officiellement adulte, responsable de mes propres décisions et de ma propre vie. Alors que mon anniversaire approchait fin mars, j'attendais des signes de préparation. J'écoutais s'il y avait des conversations chuchotées sur des lieux de fête ou des listes d'invités. Je guettais si ma mère commençait à avoir cette énergie particulière et excitée qu'elle avait quand elle organisait quelque chose de spécial. Mais au fil des jours, il n'y avait rien. Aucune mention de projet, aucune demande d'avis sur ce que je pourrais vouloir, aucune indication que quelqu'un dans ma famille se souvenait même de quelle date approchait. La veille de mon anniversaire, j'ai finalement trouvé le courage de demander. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine, en train de trier le courrier, et j'ai essayé de paraître désinvolte quand j'ai abordé le sujet. J'ai mentionné que demain c'était mon anniversaire, me demandant si nous pourrions faire quelque chose de spécial, peut-être aller dîner dans un endroit sympa, ou recevoir la famille, ou même juste prendre un gâteau après le dîner. Ma mère a levé les yeux du courrier avec ce qui semblait être une surprise sincère, comme si elle avait complètement oublié. Elle a dit que bien sûr nous ferions quelque chose, qu'elle prendrait un gâteau à l'épicerie et peut-être que nous pourrions commander une pizza. C'était un contraste si frappant avec les mois de préparation qui avaient été consacrés à la célébration d'Emma que j'ai senti quelque chose changer en moi, une prise de conscience que je m'étais leurrée sur ma place dans cette famille. Mon 18e anniversaire s'est levé gris et pluvieux, reflétant parfaitement mon humeur. Je me suis réveillée en m'attendant au moins à une reconnaissance de ma famille, une certaine reconnaissance que c'était un jour important. Mais la matinée s'est déroulée comme n'importe quel autre samedi. Mes parents ont fait la grasse matinée, Emma était chez une amie, et je me suis retrouvée seule dans la cuisine, à préparer mon propre petit déjeuner tout en essayant de ne pas avoir pitié de moi-même. Dans l'après-midi, quand il n'y avait toujours aucune mention de mon anniversaire, j'ai commencé à me demander si mes parents avaient vraiment oublié. Cela semblait impossible, mais au fil des heures qui passaient sans même un simple « joyeux anniversaire », j'ai commencé à croire qu'ils ne s'en souvenaient peut-être vraiment pas. Cette pensée était presque plus douloureuse qu'un rejet délibéré ne l'aurait été. Vers 4 heures de l'après-midi, j'ai entendu mes parents parler dans le salon et j'ai décidé de les rejoindre, en espérant que me voir pourrait déclencher un souvenir de quel jour c'était. Mais en m'approchant de la pièce, j'ai entendu quelque chose qui m'a cloué sur place. Ils parlèrent de leur projet pour le dîner, se demandant s'ils devaient cuisiner ou commander quelque chose, et ma mère a mentionné qu'ils devraient probablement faire quelque chose pour mon anniversaire puisque c'était aujourd'hui. Mais c'est la réponse de mon père qui m'a fait l'effet d'un coup physique. Il a dit qu'il ne devrait pas en faire toute une histoire, que ça ne m'importerait pas vraiment de toute façon puisque j'étais toujours si concentrée sur d'autres choses. Il a dit que je n'étais pas du genre à vouloir une célébration, que je préférerais probablement juste un dîner tranquille à la maison. Ma mère était d'accord, ajoutant que je n'avais jamais été aussi sociable qu'Emma, donc une grande fête me mettrait probablement mal à l'aise. Je suis restée figée dans le couloir, écoutant mes parents discuter de ma personnalité et de mes préférences comme s'ils analysaient une étrangère. La façon désinvolte dont ils rejetaient l'importance de mes 18 ans, la supposition que je ne voudrais pas ou ne mériterais pas le même niveau de célébration qu'Emma avait reçu, me blessait plus profondément que s'ils avaient simplement oublié complètement. Mais ce qui suivit fut encore pire. Emma était apparemment rentrée pendant que j'étais à l'étage et avait rejoint la conversation.
J'ai entendu sa voix intervenir, d'accord avec nos parents que je ne voudrais pas qu'on en fasse toute une histoire. Elle a dit que j'étais trop sérieuse et studieuse pour apprécier le genre de fête qu'elle avait adoré, que je serais probablement plus heureuse avec juste une petite reconnaissance. Puis ma mère a dit quelque chose que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Elle a dit qu'ils avaient dépensé tant d'argent pour la fête d'Emma parce qu'Emma était leur papillon social, leur fille charmante qui savait apprécier les belles choses et créer des souvenirs magiques. Elle a dit que j'étais plus pratique, plus académique et que dépenser ce genre d'argent pour moi serait du gaspillage parce que je n'en retirerais pas la même joie. Tous les trois ont ri ensemble, un son chaleureux et affectueux qui a rendu leur rejet de moi encore plus douloureux. Ils n'étaient pas cruels exprès. Ils croyaient sincèrement que je méritais moins de célébration, que j'étais moins capable de joie, moins digne d'investissement. Dans leur esprit, ils étaient pragmatiques et attentionnés en ne gaspillant pas d'argent pour quelqu'un qui ne l'apprécierait pas de toute façon. Je suis remontée discrètement à ma chambre, avec l'impression de voir ma famille clairement pour la première fois. Les schémas que j'avais remarqués au fil des années n'étaient pas seulement dus à des personnalités différentes ou des préférences naturelles. Il s'agissait de différences fondamentales dans la façon dont mes parents valorisaient leurs enfants, des différences si profondes qu'elles étaient devenues invisibles pour tout le monde, sauf pour l'enfant constamment dévalorisé. Ce soir-là, mes parents ont effectivement acheté un gâteau de supermarché et commandé des pizzas. Ils ont chanté joyeux anniversaire avec des sourires qui semblaient sincères, m'ont donné des cartes avec des messages touchants sur leur fierté à mon égard et m'ont offert une sacoche d'ordinateur portable pour l'université qui coûtait probablement dans les 50$. Emma m'avait acheté un livre de mon auteur préféré, quelque chose d'attentionné qui montrait qu'elle faisait attention à mes centres d'intérêt. Assise autour de la table de cuisine, mangeant de la pizza dans des assiettes en carton pendant que ma famille célébrait joyeusement ma transition vers l'âge adulte, je me sentais complètement seule. Ils pensaient me donner exactement ce que je voulais, une célébration discrète et pratique qui correspondait à leur perception de ma personnalité. Mais ce qu'ils me donnaient vraiment, c'était un message clair sur ma valeur à leurs yeux, sur le niveau d'effort et d'investissement que je méritais comparé à ma sœur. Au cours des semaines suivantes, alors que je me préparais à la remise des diplômes et à l'université, je me suis surprise à analyser chaque interaction avec ma famille à travers ce nouvel éclairage de compréhension. J'ai remarqué comment le visage de mes parents s'illuminait différemment quand Emma entrait dans une pièce comparée à quand c'était moi. J'ai vu comment ils écoutaient plus attentivement ces histoires d'amis et d'activités scolaires, tandis que mes réussites académiques et mes projets d'avenir étaient accueillis par des hochements de tête distraits et de brefs commentaires sur comme c'était bien. La saison des remises de diplômes a apporté plus de preuves du traitement différentiel que j'apprenais enfin à reconnaître. Les amis d'Emma étaient constamment à la maison, planifiant des activités de fin d'année et parlant de leurs projets d'été. Mes parents étaient profondément impliqués dans ces conversations, proposant de conduire des groupes de filles au centre commercial ou d'organiser des soirées pyjama. Ils connaissaient les noms de toutes les amies d'Emma, leur situation familiale, leurs projets d'université. Pendant ce temps, mon petit groupe d'amis proches de l'équipe de débat et du magazine littéraire était largement invisible à mes parents. Ils connaissaient leurs noms, mais rien de leur personnalité ou de leurs rêves. Quand je mentionnais que mon amie Rachel avait été acceptée à Columbia ou que Marcus avait remporté un concours national de poésie, mes parents souriaient et disaient que c'était bien, mais il n'y avait pas de véritable engagement, pas de curiosité pour les personnes remarquables dont je m'étais entourée. Le soir de ma remise de diplôme du lycée, après la cérémonie où j'ai prononcé le discours d'honneur devant un auditorium rempli de familles, nous sommes allés dîner dans un bon restaurant. Mes parents étaient fiers et ils me l'ont dit à plusieurs reprises. Ils ont pris des photos et les ont partagées sur les réseaux sociaux, parlant de leur fille brillante qui allait à Northwestern. Mais même dans ce moment de célébration, je pouvais sentir la différence d'énergie par rapport aux réussites d'Emma. Mes parents étaient fiers de moi comme ils auraient pu être fiers d'un bon investissement qui avait bien performé. Il y avait de la satisfaction dans mon succès, mais pas cette joie pure et ce ravissement qu'ils montraient pour les accomplissements d'Emma, peu importe leur importance. Cet été-là, alors que je me préparais à partir à l'université, je me suis plongée dans mon travail au centre d'alphabétisation et un emploi à temps partiel dans une librairie locale. J'économisais de l'argent pour les frais universitaires et j'essayais de construire mon indépendance, mais je créais aussi de la distance avec des dynamiques familiales que je commençais à comprendre comme malsaines pour moi.
Les discussions familiales sur la logistique universitaire ont révélé d'autres couches du favoritisme que j'apprenais à voir clairement. Quand il a fallu faire les courses pour les essentiels de la chambre d'étudiants, mes parents ont abordé cela comme une tâche nécessaire à accomplir efficacement. Nous sommes allés chez Target, avons acheté le strict nécessaire, et c'était fini. J'ai payé la plupart moi-même avec l'argent que j'avais économisé de mes emplois d'été. 2 ans plus tard, quand ce fut le tour d'Emma de se préparer pour l'université, le processus était complètement différent. Mes parents ont recherché les meilleurs endroits pour acheter de la déco de chambre, ont planifié des sorties shopping élaborées dans plusieurs magasins et ont traité toute l'expérience comme une activité amusante de rapprochement. La chambre d'Emma allait être digne d'Instagram, avec une literie coordonnée, des coussins décoratifs, de l'art mural et des systèmes d'organisation qui coûtaient plus que toute mon installation de chambre d'étudiant. Mais à ce moment-là, j'étais déjà bien avancée dans ma première année à Northwestern, construisant une vie qui semblait authentique et épanouissante d'une façon que ma vie familiale n'avait jamais été. J'avais trouvé ma place au journal du campus, j'excellais dans mes cours de journalisme et j'avais noué des amitiés avec des gens qui appréciaient mon sérieux et mon ambition au lieu de les voir comme des défauts de caractère. La distance de la maison m'avait donné une perspective sur mes dynamiques familiales que je n'avais pas pu avoir en vivant au milieu d'elles. Je pouvais voir comment les schémas établis dans l'enfance nous avaient tous façonnés, comment mes parents avaient inconsciemment créé une hiérarchie familiale avec Emma au sommet et moi dans un rôle de soutien. Pendant les vacances d'hiver de ma première année, je suis rentrée à la maison avec une nouvelle confiance et une vision plus claire de ma propre valeur. J'avais été nommée sur la liste du doyen, j'avais publié plusieurs articles dans le journal du campus et j'étais déjà considérée pour un stage d'été compétitif dans un magazine de Chicago. J'étais impatient de partager ces réussites avec ma famille et j'espérais que maintenant, avec un peu de recul et de maturité, nous pourrions trouver un meilleur équilibre. Mais la dynamique familiale n'avait pas changé en mon absence. Emma, maintenant en terminale, était plongée dans le processus de candidatures universitaires et c'était devenu le sujet principal de toutes les conversations familiales. Mes parents recherchèrent des écoles, planifiaient des visites de campus et discutèrent de stratégies avec une intensité qu'ils n'avaient jamais apportée à ma propre recherche d'université. Quand j'ai essayé de partager la nouvelle de mon opportunité de stage, la conversation est rapidement revenue aux candidatures d'Emma. Quand j'ai mentionné que je considérais un programme d'été à l'étranger, mes parents étaient soutenants mais distraits, pensant déjà aux prochaines visites de campus d'Emma. C'est pendant ces vacances d'hiver que j'ai eu ce que je reconnais maintenant comme une conversation cruciale avec ma mère. Nous étions ensemble dans la cuisine et je lui parlais de mes cours de journalisme et de mon intérêt grandissant pour le journalisme d'investigation. Elle écoutait poliment, mais je pouvais voir que son attention était ailleurs. Finally, I asked her directly why she and Dad appeared to show less enthusiasm for my achievements compared to the level of excitement they displayed for Emma's activities. J'ai essayé de poser la question avec douceur, sans accusation, sincèrement curieux de sa perspective. Ma mère a semblé surprise par la question. Elle m'a assuré qu'ils étaient fiers de moi, qu'ils avaient toujours été fiers de moi. Elle a dit que j'avais toujours été si autonome et motivée qu'ils ne sentaient pas que j'avais besoin d'autant de soutien ou d'encouragement qu'Emma. Elle a expliqué qu'Emma était plus sensible, plus dépendante de l'approbation familiale, alors il sentait qu'il devait être plus activement impliqué dans sa vie. C'était un exemple parfait de comment les bonnes intentions peuvent créer des schémas néfastes. Mes parents avaient interprété mon indépendance et ma motivation comme une preuve que j'avais moins besoin d'eux, ne comprenant pas que leur investissement réduit avait en fait créé cette autonomie même qu'ils utilisaient maintenant pour justifier leur négligence continue. J'ai essayé d'expliquer que tout le monde a besoin d'encouragement et de célébration, que mon indépendance ne signifiait pas que je ne bénéficierais pas du même niveau d'investissement familial qu'Emma recevait. Mais je pouvais voir que ma mère ne comprenait vraiment pas ce que je lui demandais. Dans son esprit, nous traiter différemment selon nos personnalités était de la parentalité réfléchie, pas du favoritisme. Cette conversation a clarifié quelque chose d'important pour moi. Mes parents n'étaient pas intentionnellement cruels ou malveillants. Ils aimaient leurs 2 filles et voulaient le meilleur pour nous. Mais ils avaient des angles morts fondamentaux concernant l'équité et l'impact d'un traitement différentiel que je n'arriverai jamais à corriger par des explications ou des appels à leur bon naturel. Je suis retournée à Northwestern ce printemps-là avec une nouvelle compréhension de ma situation et une détermination grandissante de construire une vie qui ne dépendrait pas de la validation de ma famille.
Je me suis jetée dans mes études et mes activités parascolaires avec un focus renouvelé, non pas pour prouver quoi que ce soit à mes parents, mais pour créer le genre de vie qui me comblerait indépendamment de leur reconnaissance. Le stage d'été au Chicago Magazine s'est révélé être une expérience transformatrice. Je travaillais avec des journalistes professionnels qui valorisaient mon esprit analytique, mon attention aux détails et mon engagement envers la recherche approfondie. Pour la première fois de ma vie, j'étais dans un environnement où mes traits de personnalité naturelle étaient vus comme des atouts plutôt que des bizarreries à gérer ou à ignorer. Ma superviseure, une journaliste d'investigation chevronnée nommée Janet, est devenue une mentor informelle. Elle a reconnu quelque chose en moi que ma propre famille n'avait jamais vu, le potentiel pour une réussite professionnelle significative dans un domaine qui exigeait exactement les compétences et le tempérament que je possédais naturellement. Sous la guidance de Janet, j'ai travaillé sur un article concernant des irrégularités financières dans les dépenses du conseil scolaire local. C'était ma première vraie pièce d'investigation et j'ai découvert que j'avais un talent intuitif pour suivre les pistes documentaires, connecter des éléments d'information apparemment sans rapport et poser les questions qui révélaient des vérités plus profondes. Quand l'article a été publié, il a créé un émoi significatif dans la communauté locale et a mené à un audit formel des finances du conseil scolaire. Voir ma signature sur un article qui avait un vrai impact était plus gratifiant que n'importe quelle fête d'anniversaire aurait pu l'être. Je commençais à comprendre que la reconnaissance que je convoitais n'avait pas besoin de venir de ma famille pour être significative. Cet automne-là, en retournant à Northwestern pour ma 2e année, je me portais différemment. La confiance que j'avais gagnée de mon succès estival était évidente dans la façon dont j'abordais mes cours, mes relations et mes projets d'avenir. Je n'étais plus l'adolescente incertaine qui avait quitté la maison en quête désespérée de l'approbation de sa famille. Pendant ce temps, Emma traversait sa dernière année de lycée avec le soutien total et l'attention de nos parents. Ils visitaient les universités ensemble, élaboraient des stratégies pour les candidatures et traitaient son avenir comme un projet familial. Je regardais de loin, ne ressentant ni jalousie ni ressentiment, mais simplement observant des schémas que je n'étais plus personnellement investie à changer. Pendant les vacances de Thanksgiving, la dynamique familiale m'était plus évidente que jamais. Emma était au centre de chaque conversation. Le stress de ses candidatures universitaires devenait le stress de tout le monde, et ses besoins dirigeaient l'emploi du temps et les priorités de la famille. Je me sentais comme une invitée dans ma propre maison familiale, la bienvenue mais pas essentielle, appréciée mais pas centrale. C'est durant cette visite que quelque chose s'est produit qui allait tout changer. Emma avait été acceptée en admission anticipée dans l'école de son premier choix, une université d'arts libéraux prestigieuse qui coûtait près de 60 000 $ par an. Mes parents étaient aux anges, fiers au-delà des mots de la réussite de leur fille. Le dîner de célébration qu'ils ont organisé pour l'acceptation d'Emma était élaboré. Ils ont fait des réservations dans le restaurant le plus cher de la ville, ont invité les 2 paires de grands-parents et ont traité la soirée comme une étape familiale majeure. Emma portait une nouvelle robe achetée spécifiquement pour l'occasion et mes parents lui ont offert un bijou en diamant pour commémorer son succès. Assise à cette table de dîner, regardant ma famille célébrer la réussite d'Emma avec joie et fierté, j'ai réalisé que j'assistais au même schéma qui avait façonné toute mon enfance, juste avec des enjeux plus élevés et plus d'argent en jeu. Le succès d'Emma était un triomphe familial. Mon succès était un accomplissement personnel. Mais ce qui s'est passé après le dîner, c'est ce qui a finalement brisé quelque chose en moi. Nous étions rentrés à la maison et j'étais dans la cuisine en train d'aider à nettoyer pendant que mes parents et Emma continuaient à célébrer dans le salon. Je pouvais les entendre parler et rire et je me suis retrouvée à écouter leur conversation sans avoir l'intention d'espionner. Emma posait des questions sur les aspects financiers de son choix d'université, se demandant comment la famille allait gérer les coûts de scolarité. Mes parents l'ont assuré qu'ils trouveraient une solution, que son éducation valait tous les sacrifices, qu'ils économisaient depuis des années spécifiquement pour ce moment. Puis Emma a posé une question qui m'a figée. Elle a demandé s'ils avaient aussi économisé de l'argent pour mon éducation ou si toutes les économies universitaires avaient été allouées à elle. Il y a eu une pause avant que mon père ne réponde, et sa réponse a révélé une vérité que je n'avais jamais soupçonnée. Il m'a expliqué qu'ils avaient initialement économisé de l'argent pour les études de leurs 2 filles, mais que lorsque j'avais reçu ma bourse partielle à Northwestern, ils avaient décidé de rediriger mon fonds d'études vers l'avenir d'Emma.
Il a dit que puisque je recevais déjà une aide financière et que j'avais toujours été si responsable avec l'argent, je n'avais clairement pas besoin d'autant de soutien familial. Il a dit qu'il se sentait à l'aise d'utiliser mon fonds d'études pour Emma parce que je trouverais un moyen de m'en sortir quoi qu'il arrive. La façon désinvolte dont il décrivait la redistribution d'argent qui était destinée à mon éducation, la supposition que ma bourse signifiait d'une façon ou d'une autre que je méritais moins d'investissement familial, l'absence totale de consultation avec moi concernant cette décision qui affectait mon avenir financier, c'était comme si la dernière pièce du puzzle se mettait en place. Mes parents avaient pris l'argent qu'ils avaient économisé pour mon éducation et l'avaient donné à ma sœur parce qu'ils croyaient qu'elle en avait plus besoin et que j'en avais moins besoin. Ils avaient pris cette décision sans en discuter avec moi, sans considérer comment cela pourrait affecter mon expérience universitaire ou ma situation financière après l'obtention de mon diplôme. Debout dans cette cuisine, écoutant ma famille discuter de la réallocation de mon fonds d'études comme si c'était une décision financière raisonnable, j'ai senti quelque chose de fondamental changer en moi. Ce n'était plus seulement une question de fête d'anniversaire ou de traitement différentiel. C'était une preuve concrète et mesurable de à quel point mes parents valorisaient peu mes besoins comparés à ceux d'Emma. Je suis montée dans ma chambre d'enfance et j'ai passé la nuit à fixer le plafond, digérant non seulement ce que j'avais appris, mais ce que cela signifiait pour toute ma relation avec ma famille. Ils m'aimaient, je n'en doutais pas, mais ils m'aimaient moins. Ils se souciaient de mon succès, mais ils s'en souciaient moins. Ils voulaient de bonnes choses pour moi, mais ils étaient prêts à sacrifier ces bonnes choses si cela signifiait de meilleures choses pour Emma. Le lendemain matin, j'ai demandé à mes parents si nous pouvions avoir une conversation privée. Je leur ai dit ce que j'avais entendu et leur ai demandé d'expliquer leur décision concernant les fonds d'études. Ils étaient clairement mal à l'aise d'être confrontés directement, mais ils n'ont pas nié ce qu'ils avaient fait. Au lieu de cela, ils ont essayé de le justifier en utilisant la même logique qu'ils avaient toujours utilisée. Ils ont dit que j'étais plus capable de gérer les défis financiers, que j'avais déjà prouvé que je pouvais réussir avec moins de soutien, qu'Emma avait besoin de plus d'aide parce qu'elle était moins indépendante. Ils ont dit qu'ils savaient que je comprendrais parce que j'étais toujours si mature et raisonnable. C'était fascinant et déchirant de les voir utiliser mes forces comme justification pour me donner moins de soutien. Parce que j'étais responsable, je méritais moins de sécurité financière. Parce que j'étais indépendante, je méritais moins d'investissement familial. Parce que j'étais mature, je devais comprendre pourquoi les besoins de ma sœur passaient en premier. Je leur ai demandé s'ils pouvaient comprendre ce que cela faisait de mon point de vue, comment cela pouvait sembler injuste de redistribuer les fonds sans discussion, comment cela renforçait un schéma où Emma recevait plus de ressources familiales. Ils semblaient véritablement perplexes devant ma réaction, incapables de voir au-delà de leur propre logique pour comprendre l'impact émotionnel de leurs décisions. Cette conversation a clarifié quelque chose de crucial pour moi. Mes parents n'allaient pas changer leur approche fondamentale de la dynamique familiale parce qu'ils n'y voyaient rien de mal. Ils croyaient que leur traitement différentiel était justifié par nos personnalités et besoins différents. Ils pensaient être de bons parents en donnant à chaque fille ce dont elle avait besoin pour réussir. J'ai réalisé que continuer à espérer un traitement égal ne faisait que me préparer à une déception continue. Au lieu de cela, je devais accepter ma famille telle qu'elle était et prendre des décisions basées sur cette réalité plutôt que sur ce que j'aurais souhaité qu'elle puisse être. Je suis retournée à Northwestern après ces vacances de Thanksgiving avec une nouvelle clarté sur ma situation et mes objectifs. J'allais me concentrer sur la construction de la meilleure vie possible pour moi-même, indépendamment de l'investissement ou de l'approbation de ma famille. J'allais utiliser leur négligence comme motivation pour devenir exactement le genre de personne qui n'avait pas besoin de leur validation pour s'épanouir. Au cours des mois suivants, je me suis jetée dans mes études et mon travail journalistique avec une concentration intense. J'ai postulé pour chaque bourse, subvention et opportunité académique que je pouvais trouver. J'ai travaillé à temps partiel pour couvrir mes frais de subsistance et j'ai commencé à construire un réseau professionnel grâce à mes stages et activités sur le campus. À la fin de ma deuxième année, j'avais été sélectionnée pour un programme d'été prestigieux au Washington Post, obtenu une bourse académique complète qui couvrait mes frais de scolarité restants, et on m'avait offert un poste de rédactrice en chef du journal du campus pour ma troisième année. Je construisais exactement le genre de CV qui ouvrirait des portes à la carrière que je voulais, et je le faisais entièrement par mes propres efforts.
Le programme d'été au Washington Post était extraordinaire. Je travaillais aux côtés de certains des journalistes les plus talentueux du pays, contribuant à des articles qui avaient un impact national et apprenant auprès de mentors qui voyaient un énorme potentiel dans mon travail. Pendant 10 semaines, j'ai été immergée dans un environnement où mes capacités d'analyse, mon souci du détail et mon engagement envers la vérité n'étaient pas seulement appréciés, mais célébrés. Un de mes articles de cet été, une enquête sur les irrégularités de financement fédéral dans des organisations à but non lucratif, a été repris par plusieurs autres médias et a mené à des changements politiques au niveau fédéral. Voir mon travail créer de vrais changements dans le monde était enivrant dans le meilleur sens du terme. Quand je suis rentrée brièvement à la maison avant ma 3e année, je me portais comme quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. La validation que j'avais reçue de mentors professionnels, les preuves concrètes de mes capacités et la confiance grandissante dans ma voie professionnelle m'avaient transformée de manière fondamentale. Ma famille était fière de mes réussites estivales, mais leur fierté semblait différente maintenant que je n'en avais plus besoin pour mon estime de soi. Je pouvais apprécier leur soutien sans en dépendre pour la validation. Je pouvais voir leurs limites sans me sentir diminuée par elles. Emma se préparait à commencer l'université et la famille était entièrement concentrée sur sa transition. Ils planifiaient des virées shopping élaborées, recherchèrent des informations sur son campus et traitaient son départ comme une étape familiale majeure. Je regardais leur enthousiasme avec un vrai bonheur pour Emma et un détachement émotionnel complet de leur traitement différentiel. Pendant cette brève visite à la maison, quelque chose s'est passé qui a cristallisé à quel point j'avais changé et à quel point ma famille avait peu changé. Emma était stressée par un problème mineur avec l'attribution de sa chambre universitaire et mes parents le traitaient comme une crise majeure. Ils passèrent des coups de fil, recherchèrent des alternatives et mobilisaient généralement les ressources familiales pour résoudre son problème. Plus tard dans la soirée, j'ai mentionné à mes parents que j'avais quelques préoccupations financières concernant mes frais de subsistance pour l'année à venir, même avec mes bourses. Je ne demandais pas d'argent, je partageais juste quelque chose qui me préoccupait. Leur réponse a été des conseils immédiats sur la gestion de budget, des suggestions pour du travail à temps partiel supplémentaire et la confiance que je trouverais une solution. Le contraste était si frappant qu'il en était presque drôle. Le problème mineur de chambre d'Emma nécessitait une intervention familiale. Mes préoccupations financières légitimes nécessitaient de la débrouillardise personnelle. C'était le même schéma qui avait façonné toute notre enfance, mais maintenant je pouvais le voir clairement sans m'en sentir blessée. Cette nuit-là, j'ai réalisé que j'avais accompli quelque chose dont je ne savais même pas que je travaillais vers, l'indépendance émotionnelle de l'approbation et de la validation de ma famille. Je les aimais et je voulais de bonnes choses pour eux, mais je n'avais plus besoin qu'ils voient ma valeur pour savoir qu'elle existait. Ma 3e année à Northwestern fut extraordinaire à tous points de vue. En tant que rédactrice en chef du journal du campus, j'ai dirigé une équipe de journalistes étudiants pour couvrir des histoires qui ont eu un véritable impact sur le campus et au-delà. Sous ma direction, le journal a remporté plusieurs prix et a gagné une reconnaissance nationale pour son enquête sur les politiques d'agression sexuelle sur le campus. J'ai également été sélectionnée pour un stage très compétitif avec un grand réseau de télévision pour l'été suivant, une opportunité qui pourrait me lancer directement dans la carrière vers laquelle j'avais travaillé. Mes professeurs me mentionnaient pour des distinctions académiques et je recevais déjà des demandes de programmes d'études supérieures et d'organisations de presse concernant mes projets post-diplôme. Pour la première fois de ma vie, j'expérimentais ce que c'était d'être la star. L'enfant prodige, celle dont les réalisations rendèrent les autres fiers de me connaître. Mais cette reconnaissance venait de personnes qui valorisaient les qualités que j'avais toujours possédées, plutôt que de me demander de changer ou de me diminuer pour gagner leur approbation. Pendant les vacances de printemps de ma 3e année, j'ai reçu une nouvelle qui allait tout changer. Le réseau de télévision m'avait offert un poste à temps plein commençant après l'obtention du diplôme, avec un salaire qui était plus du double de ce que la plupart des nouveaux diplômés pouvaient espérer en journalisme. C'était une opportunité sans précédent pour quelqu'un de mon âge, une reconnaissance claire du travail exceptionnel que j'avais accompli. J'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle, m'attendant à ce qu'ils soient ravis de cette incroyable opportunité. Ils étaient contents, certainement, et ils ont dit toutes les bonnes choses sur le fait d'être fiers de moi. Mais leur réponse manquait de la joie explosive et de l'excitation qu'ils avaient à montrer pour l'acceptation d'Emma à l'université ou d'autres réalisations beaucoup plus petites. Plus tard cette semaine-là, Emma m'a appelé pour me féliciter de l'offre d'emploi.
Pendant notre conversation, elle a mentionné quelque chose qui révélait une autre couche de la dynamique familiale que je n'avais pas complètement comprise. Elle a dit que nos parents s'inquiétaient pour moi depuis des années, préoccupés que j'étais trop sérieuse et axée sur la carrière, craignant que je rate les aspects amusants de l'université et de la jeunesse. Elle a expliqué qu'ils voyaient mes réalisations comme la preuve d'une vie déséquilibrée plutôt que comme des raisons de célébrer. Ils étaient fiers de ma réussite, mais ils avaient aussi pitié de moi car ils pensaient que je sacrifiais le bonheur pour l'accomplissement. Dans leur esprit, l'approche plus équilibrée d'Emma à l'université, avec ses activités sociales et ses résultats académiques modérés, était plus saine et plus souhaitable. Ce fut une révélation qui m'aida à comprendre pourquoi la fierté de mes parents face à mes réussites semblait toujours quelque peu atténuée. Ils ne célébraient pas seulement mon succès, ils pleuraient aussi ce qu'ils percevaient comme mon échec à vivre une expérience universitaire normale et amusante. Leur traitement différentiel n'était pas seulement une question de favoritisme, c'était une question de valeurs fondamentalement différentes et de définition du succès. Cette compréhension fut libératrice d'une manière inattendue. J'ai réalisé que mes parents et moi avions simplement des idées différentes sur ce qui constituait une vie bien vécue. Ils valorisaient les liens sociaux, la facilité et le bonheur conventionnel. Moi, je valorisais l'accomplissement, l'impact et la satisfaction d'un travail qui comptait. Aucune approche n'était mauvaise, mais elles étaient incompatibles d'une façon qui signifiait que nous ne nous comprendrions probablement jamais complètement. Ma dernière année fut un tourbillon d'honneurs académiques, d'opportunités professionnelles et de préparation pour la vie après l'obtention du diplôme. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude, remporté le prix de l'université pour l'excellence en journalisme et prononcé un discours lors de la cérémonie de remise des prix. Mes parents ont assisté à la cérémonie et étaient fiers, mais je pouvais voir qu'ils étaient encore quelque peu déconcertés par ce que j'étais devenue. Après l'obtention du diplôme, j'ai déménagé à New York pour commencer mon poste au réseau de télévision. Pour la première fois de ma vie, je vivais dans un endroit où l'ambition était célébrée plutôt que perçue avec inquiétude, où la réussite professionnelle était vue comme un signe de santé plutôt que de déséquilibre. Le travail était exigeant et grisant. Je contribuais à des enquêtes qui avaient un impact national, travaillais avec certains des journalistes les plus respectés du pays et me construisais une réputation comme quelqu'un qui pouvait gérer des histoires complexes et sensibles avec habileté et intégrité. En 6 mois, j'avais été promue et on m'avait donné mon propre segment dans l'un des programmes d'information en prime time du réseau. En 1 an, j'étais reconnue comme l'une des étoiles montantes du journalisme télévisé, quelqu'un dont la trajectoire de carrière était exceptionnelle, même selon les standards de l'industrie. L'indépendance financière qui accompagnait mon succès fut transformatrice d'une façon que je n'avais pas anticipée. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas à m'inquiéter de l'argent. Je n'avais pas à occuper plusieurs emplois pour couvrir les dépenses de base. Je n'avais pas à faire des choix basés sur des limitations financières plutôt que sur des préférences personnelles. Mais plus important que l'argent était la reconnaissance que je recevais de personnes dont je respectais l'opinion. Mes collègues, mentors et pairs de l'industrie me voyaient comme quelqu'un avec un talent exceptionnel et un potentiel illimité. La validation que j'avais désirée de ma famille toute ma vie venait maintenant de sources qui comprenaient et valorisaient mes vraies forces. 2 ans après le début de ma carrière, quelque chose s'est passé qui a remis mes relations familiales au centre de mes préoccupations. Emma avait obtenu son diplôme universitaire et avait du mal à trouver une direction dans sa vie post-diplôme. Elle avait étudié les communications sans objectif de carrière clair et elle vivait chez nos parents en essayant de déterminer ses prochaines étapes. Mes parents étaient profondément inquiets de la situation d'Emma et faisaient tout leur possible pour l'aider à trouver sa voie. Ils faisaient du réseautage en son nom, recherchèrent des options de carrière et envisageaient même de financer des programmes d'éducation ou de formation supplémentaires. Pendant un dîner de famille, ma mère a mentionné qu'il pensait aider Emma à démarrer sa propre entreprise, quelque chose dans le marketing des médias sociaux qui utiliserait ses compétences naturelles en communication et sa personnalité extravertie. Ils étaient prêts à investir beaucoup d'argent dans cette entreprise, la traitant comme un investissement dans l'avenir d'Emma. Cette conversation m'a rappelé la redistribution du fonds universitaire d'il y a des années, mais maintenant je l'observais depuis une position d'indépendance financière complète et de succès professionnel. Je pouvais voir les schémas continuer, mais ils n'avaient plus le pouvoir de me blesser parce que je n'avais plus besoin de quoi que ce soit de ma famille qu'ils n'étaient pas disposés à donner. Ce qui était différent maintenant, c'est qu'Emma semblait aussi reconnaître les disparités.
Pendant une conversation privée ce week-end, elle a exprimé un certain malaise face au niveau de soutien que nos parents lui offraient, sachant surtout que j'avais atteint mon succès avec beaucoup moins d'investissement familial. Elle m'a demandé directement si j'en voulais à ce traitement différentiel, si je me sentais amère à propos de la situation du fonds universitaire ou du contraste entre sa fête de 16 ans et mon 18e anniversaire. C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille reconnaissait ces disparités directement. Je lui ai dit honnêtement que j'avais été blessée par ce traitement différentiel pendant de nombreuses années, mais que je ne ressentais plus de ressentiment parce que j'en étais venue à comprendre que l'approche de nos parents, bien qu'injuste, m'avait en fait rendu plus fort et plus autonome. J'ai dit que leur négligence m'avait forcée à développer des compétences et une confiance que je n'aurais peut-être pas acquise si j'avais reçu le même niveau de soutien qu'elle. Emma semblait soulagée par ma réponse, mais aussi quelque peu triste. Elle m'a dit qu'elle se demandait parfois si ce soutien supplémentaire ne lui avait pas en fait rendu un mauvais service, s'il ne l'avait pas rendue moins confiante en ses propres capacités et plus dépendante de l'approbation familiale pour être validée. C'était une conversation profonde qui nous a aidés tous les deux à comprendre comment le traitement différentiel de nos parents nous avait façonnés de manière différente, mais tout aussi significative. Emma avait reçu plus de soutien mais avait développé moins d'indépendance. Moi, j'avais reçu moins de soutien mais avais développé plus de résilience. Les deux approches avaient des coûts et des bénéfices que nous découvrions encore. Cette conversation a marqué le début d'un type de relation différent entre Emma et moi, basé sur la compréhension mutuelle plutôt que sur la compétition pour les ressources familiales. Nous avons commencé à nous parler régulièrement, partageant nos perspectives sur notre enfance et nos vies actuelles d'une manière qui nous aidait tous les deux à donner un sens à nos dynamiques familiales. Pendant ce temps, ma carrière continuait de s'accélérer. Je gagnais des prix, révélais des histoires importantes et j'étais reconnue comme l'une des jeunes journalistes les plus prometteuses du pays. Le succès me semblait authentique et mérité d'une façon que l'approbation familiale n'avait jamais eue, parce qu'il était basé sur mes capacités et réalisations réelles plutôt que sur le fait de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. 3 ans après le début de ma carrière, j'ai reçu une opportunité qui m'a semblé être la validation ultime de tout ce vers quoi j'avais travaillé. On m'a proposé un poste de correspondante pour l'un des programmes d'investigation les plus prestigieux de la chaîne, un rôle qui ferait de moi l'une des plus jeunes personnes à avoir jamais occupé ce poste. L'offre venait avec une augmentation de salaire significative, l'opportunité de travailler sur des histoires d'importance nationale et la reconnaissance comme l'une des voix principales de mon domaine. C'était le genre de réussite qui représentait non seulement le succès professionnel, mais la justification de chaque choix que j'avais fait de prioriser ma carrière et mon développement personnel plutôt que l'approbation familiale. Quand j'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle, leur réaction était tout ce que j'avais appris à attendre et rien de ce dont j'avais encore besoin. Ils étaient fiers, ils ont dit toutes les choses appropriées, mais leur enthousiasme était mesuré et leur attention s'est rapidement tournée vers d'autres affaires familiales. Mais la réaction de ma communauté professionnelle était extraordinaire. Mes collègues, mentors et pairs de l'industrie ont reconnu l'importance de cette opportunité et l'ont célébrée avec l'enthousiasme que j'avais autrefois espéré recevoir de ma famille. Cette reconnaissance était complète et satisfaisante d'une manière que l'approbation familiale n'aurait jamais pu égaler, car elle était basée sur la compréhension et la valorisation de qui j'étais réellement plutôt que de qui quelqu'un pensait que je devrais être. Le nouveau poste m'obligeait à voyager fréquemment, couvrant des histoires à travers le pays et parfois à l'international. J'enquêtais sur la corruption d'entreprises, les scandales politiques et les questions de justice sociale qui avaient le potentiel de créer un réel changement dans le monde. Chaque jour, je faisais un travail qui comptait, utilisant mes compétences pour servir des causes plus grandes que moi. 6 mois après avoir pris ce nouveau rôle, j'ai révélé une histoire qui a eu un impact national significatif, exposant un réseau de fraude financière qui avait affecté des milliers de personnes. L'enquête a pris des mois de recherche minutieuse et de construction de relations, exactement le genre de travail détaillé et patient pour lequel ma personnalité était parfaitement adaptée. Quand l'histoire a été diffusée, elle a généré une réaction immédiate de la part des législateurs, des forces de l'ordre et des groupes de défense. En quelques semaines, une nouvelle législation était proposée pour prévenir une fraude similaire et des enquêtes criminelles ont été lancées sur la base de mon reportage. C'était le genre d'accomplissement professionnel qui justifiait chaque sacrifice que j'avais fait pour arriver à ce point. La reconnaissance qui a suivi était bouleversante de la meilleure façon possible.
J'ai reçu des appels et des messages de collègues de toute l'industrie. J'ai été invitée à parler lors de conférences de journalisme et j'ai été mentionnée comme candidat pour des prix majeurs. Pour la première fois de ma vie, je vivais ce que c'était d'être célébrée pour être exactement qui j'étais, plutôt que pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Pendant cette période de triomphe professionnel, quelque chose s'est passé qui a remis mes relations familiales au centre de l'attention. Mon grand-père, le père de ma mère, est décédé subitement. Il avait été le patriarche de la famille, la seule personne dont l'approbation et l'attention avaient été distribuées relativement équitablement parmi tous les petits-enfants. Aux funérailles, je me suis retrouvée à observer la dynamique de ma famille avec les mêmes compétences analytiques que j'apportais à mon travail professionnel. J'ai observé comment différents membres de la famille traitaient le deuil, comment la famille élargie interagissait et comment les schémas de favoritisme et de négligence se jouaient même dans ce moment de perte partagée. Pendant la réception après le service, plusieurs amis de la famille et parents m'ont approché pour parler de mon succès professionnel. Ils avaient vu mes reportages à la télévision, lu des articles sur mes accomplissements et étaient sincèrement impressionnés par ce que j'avais accompli. Leur reconnaissance et leur fierté semblaient authentiques d'une manière que l'approbation mesurée de mes parents n'avait jamais eue. Une conversation en particulier m'avait marquée. Le frère de mon grand-père, mon grand-oncle Robert, m'avait pris à part pour me dire à quel point mon grand-père avait été fier de ma réussite. Il m'avait dit que mon grand-père avait suivi ma carrière de près, qu'il s'était vanté de mes accomplissements auprès de ses amis et qu'il me considérait comme l'une des plus grandes réussites de la famille. Cette révélation était à la fois touchante et douloureuse. Mon grand-père avait été fier de moi d'une façon que mes propres parents n'avaient jamais vraiment réussi à exprimer, mais je ne l'avais jamais su parce que personne ne me l'avait dit. La reconnaissance que j'avais tant désirée de ma famille avait en fait existé, mais elle s'était exprimée en privé plutôt que directement à moi. Cette conversation m'avait fait réaliser à quel point j'avais été façonnée par la manière particulière qu'avaient mes parents de montrer leur approbation et combien les perspectives d'autres membres de la famille auraient pu être différentes. Elle avait aussi mis en évidence que leur traitement différentiel n'était pas nécessairement partagé par tous dans notre famille élargie. Durant les jours qui ont suivi les funérailles, alors que les membres de la famille se rassemblaient pour se soutenir mutuellement et partager des souvenirs, j'ai eu plusieurs conversations qui ont révélé de nouvelles perspectives sur mon enfance et la dynamique familiale. Des tantes et des oncles ont mentionné des choses qu'ils avaient remarquées au fil des années, des reconnaissances subtiles que le traitement différentiel avait été visible aux autres, même quand on n'en avait pas parlé directement. Ces conversations étaient validantes d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Apprendre que d'autres personnes avaient remarqué les schémas que j'avais vécus m'avait aidé à comprendre que mes perceptions avaient été justes, que les différences de traitement n'avaient pas été le fruit de mon imagination ou le résultat d'une hypersensibilité. Mais plus important encore, ces conversations m'avaient montré comment ma réaction au traitement différentiel avait été remarquée et admirée par des membres de la famille qui valorisaient la résilience et l'indépendance. Plusieurs proches avaient mentionné qu'ils avaient toujours été impressionnés par ma détermination et mon autonomie, des qualités qu'ils percevaient comme des preuves de force plutôt que comme des signes de soutien inadéquats. Quelques mois après les funérailles de mon grand-père, j'ai reçu une nouvelle qui semblait être la validation professionnelle ultime. J'avais été nommée pour un prix de journalisme prestigieux, l'un des plus hauts honneurs du domaine, pour l'enquête qui avait exposé le réseau de fraude financière. La nomination elle-même était une reconnaissance extraordinaire pour quelqu'un de mon âge, mais ce qui la rendait encore plus significative était la reconnaissance de mes pairs et mentors. Les journalistes dont j'avais toujours admiré le travail me traitaient maintenant d'égal à égal, reconnaissant mes contributions au domaine d'une manière qui me semblait à la fois humble et valorisante. Quand j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nomination, leur réaction était exactement ce à quoi j'avais appris à m'attendre. Ils étaient contents et fiers, mais leur enthousiasme était mesuré et ils ont vite fait de passer à d'autres sujets. Ils ne semblaient pas vraiment saisir l'importance de cette reconnaissance ou ce qu'elle représentait pour l'évolution de ma carrière. Le contraste entre leur réaction et celle de ma communauté professionnelle était frappant, mais ce n'était plus douloureux. J'avais appris à chercher la validation auprès de sources qui comprenaient et appréciaient mes véritables accomplissements, plutôt que d'espérer une reconnaissance de la part de personnes dont les valeurs et priorités étaient fondamentalement différentes des miennes. La cérémonie de remise des prix a eu lieu à New York et ce fut l'une des soirées les plus extraordinaires de ma vie.
J'étais entourée de journalistes dont le travail avait façonné ma compréhension du métier, des gens dont les carrières représentaient les plus hauts niveaux de réussite professionnelle. Quand mon nom a été annoncé comme gagnante, cette sensation était incomparable à tout ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas seulement la reconnaissance de mon travail, c'était la justification de chaque choix que j'avais fait de privilégier mon développement professionnel plutôt que les attentes conventionnelles. C'était la preuve que les inquiétudes de mes parents concernant mon sérieux et ma concentration sur ma carrière étaient infondées, que mon approche de la vie avait mené exactement au genre de succès dont j'avais toujours rêvé. Le discours que j'ai prononcé ce soir-là portait sur l'importance de l'enquête persistante, la valeur des questions difficiles et la responsabilité qu'ont les journalistes de servir l'intérêt public. Mais en privé, cela me semblait être une réponse à tous ceux qui avaient suggéré que j'étais trop sérieuse, trop concentrée, trop ambitieuse pour mon propre bien. Après la cérémonie, j'étais entourée de collègues et de dirigeants du secteur qui voulaient me féliciter et discuter de mon travail. Pour la première fois de ma vie, j'étais au centre d'une célébration qui portait entièrement sur mes accomplissements et mon potentiel. C'était tout ce que j'avais imaginé que la reconnaissance pouvait être. Mes parents n'étaient pas à la cérémonie, non pas parce qu'ils n'étaient pas invités, mais parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment son importance et que je n'avais pas insisté pour qu'ils viennent. Emma était là, cependant, ayant pris l'avion pour New York pour me soutenir, et sa présence comptait plus pour moi que n'importe quelle reconnaissance familiale n'aurait jamais pu le faire, parce qu'elle était donnée librement plutôt que par obligation. Le prix m'a ouvert les portes d'opportunités dont je n'avais fait que rêver. On m'a proposé des postes dans de grandes organisations médiatiques, invité à intervenir dans des universités et des conférences, et approché pour des contrats de livres et des projets documentaires. À 27 ans, j'avais atteint un niveau de reconnaissance professionnelle vers lequel la plupart des journalistes travaillent pendant des décennies. Le succès financier qui accompagnait cette reconnaissance était transformateur non seulement pour moi, mais pour ma compréhension des relations familiales. Je gagnais maintenant plus d'argent que mes parents, j'avais plus de prestige professionnel que quiconque dans ma famille élargie, et j'avais atteint le genre de succès qui commandait le respect dans n'importe quelle pièce où j'entrais. Ce renversement des hiérarchies familiales traditionnelles créait des dynamiques intéressantes lors des réunions de famille. Mes parents étaient fiers de mon succès, mais ils semblaient aussi quelque peu déconcertés par celui-ci. Ils m'avaient élevé pour être responsable et travailleur, mais ils n'avaient pas anticipé que ces qualités mèneraient à ce niveau d'accomplissement. Emma, pendant ce temps, peinait encore à trouver sa direction professionnelle malgré tout le soutien familial qu'elle avait reçu. L'entreprise que mes parents avaient financée n'avait pas été un succès et elle enchaînait les emplois temporaires tout en essayant de définir ses objectifs à long terme. Le contraste entre nos situations était frappant et quelque peu gênant pour tout le monde. J'avais atteint un succès extraordinaire avec un soutien familial minimal, tandis qu'Emma était en difficulté malgré avoir reçu un investissement familial maximal. C'était la preuve que l'approche de mes parents concernant le traitement différentiel n'avait pas produit les résultats qu'ils avaient espérés. Lors d'un dîner de famille cet automne-là, quelque chose s'est passé qui a mis toutes ces dynamiques au point. Mes parents discutaient de leurs préoccupations financières concernant la retraite, mentionnant que certains de leurs investissements n'avaient pas aussi bien performé qu'ils l'avaient espéré et qu'ils s'inquiétaient de maintenir leur niveau de vie. Emma a suggéré que peut-être je pourrais aider, étant donné mon succès financier. La suggestion a été faite de manière désinvolte, comme s'il était évident que mes ressources devaient être disponibles pour résoudre les problèmes familiaux. Mes parents n'ont pas immédiatement rejeté l'idée, ce qui m'a dit qu'ils l'avaient probablement déjà envisagée. J'ai été frappée par cette supposition que mon succès créait des obligations envers des membres de la famille qui n'avaient jamais soutenu mes efforts pour l'atteindre. L'idée que je devrais maintenant utiliser mes ressources pour résoudre les problèmes de personnes qui avaient constamment sous-estimé mon potentiel me semblait être une continuation des mêmes dynamiques injustes qui avaient façonné mon enfance. J'ai répondu avec précaution, expliquant que j'étais ravie d'aider en cas d'urgence véritable, mais que je n'étais pas à l'aise d'être perçue comme une solution aux préoccupations financières permanentes. J'ai dit que mon succès était le fruit d'une planification minutieuse et de sacrifices, et que j'avais l'intention de continuer à prendre des décisions financières basées sur mes propres objectifs et valeurs. La conversation a révélé des présupposés sous-jacents concernant les obligations familiales auxquelles je n'avais jamais souscrit et qui n'avaient jamais été appliquées de manière égale à tous les membres de la famille. On n'avait jamais attendu d'Emma qu'elle résolve les problèmes familiaux ou soutienne les objectifs des autres, mais mon succès créait apparemment des attentes différentes à mon égard.
Au cours des semaines suivantes, je me suis surpris à réfléchir au concept de loyauté familiale et à ce qu'il signifiait dans le contexte de relations qui avaient été fondamentalement inégales. J'ai réalisé que je me sentais loyale envers les membres de ma famille en tant qu'individu, mais pas envers des systèmes familiaux qui avaient constamment sous-évalué mes contributions et surévalué mes obligations. Cette distinction est devenue importante alors que je naviguais dans une dynamique familiale de plus en plus complexe autour de mon succès. J'étais prêt à maintenir des relations avec les membres de la famille qui me traitaient avec respect et reconnaissance, mais je n'étais plus disposé à privilégier l'harmonie familiale au détriment de mon propre bien-être et de mes objectifs. La clarté concernant mes limites est devenue encore plus importante lorsque j'ai reçu une opportunité qui m'obligerait à déménager à Londres pour une mission de 2 ans couvrant la politique européenne et les affaires internationales. C'était le genre d'opportunité professionnelle qui ne se présente qu'une fois dans une vie, une chance d'élargir mon expertise et de bâtir une réputation internationale. Quand j'ai parlé de cette opportunité à ma famille, leurs réactions ont révélé tout ce que j'avais appris sur leurs priorités et leurs valeurs. La préoccupation immédiate de mes parents portait sur l'impact de la distance sur les relations familiales, la fréquence de mes visites possibles, et si je privilégiais le succès professionnel aux liens familiaux. Emma était encourageante mais semblait aussi triste à cause de la distance. Elle en était venue à compter sur notre relation naissante comme source de stabilité et de perspective, et elle s'inquiétait de perdre cette connexion. Il était fascinant d'observer comment les réactions de ma famille à cette opportunité se concentraient entièrement sur la façon dont cela les affecterait, avec peu de considération pour les bénéfices que cela pourrait m'apporter professionnellement ou personnellement. L'hypothèse semblait être que les obligations familiales devaient primer sur les opportunités professionnelles, même lorsque ces obligations familiales n'avaient jamais été appliquées de manière égale. J'ai réalisé que c'était un moment déterminant dans ma relation avec ma famille. Je pouvais privilégier leur confort et leurs préférences, limitant potentiellement ma croissance professionnelle, ou je pouvais prendre des décisions basées sur mes propres objectifs et faire confiance au fait que des relations familiales saines survivraient à la distance. La décision fut finalement facile, car j'avais passé des années à apprendre à valoriser mon propre jugement plutôt que l'approbation familiale. J'ai accepté la mission et j'ai commencé à me préparer pour le déménagement à Londres, malgré les inquiétudes et réserves de ma famille. Les 2 années à Londres furent extraordinaires à tous points de vue. Je couvrais des histoires d'importance internationale, je nouais des relations avec des sources et collègues du monde entier, et je développais une expertise qui faisait de moi l'une des journalistes les plus compétentes de mon domaine. La croissance professionnelle était accompagnée d'un développement personnel, alors que j'apprenais à naviguer la vie dans une culture différente, je me faisais de nouveaux amis et j'obtenais une perspective sur la politique et la société américaine d'un point de vue international. Je devenais non seulement une meilleure journaliste, mais une personne plus sophistiquée et cosmopolite. La distance avec ma famille était en fait bénéfique pour nos relations. Sans la navigation constante de dynamiques et d'attentes complexes, je pouvais apprécier les membres de ma famille pour ce qu'ils étaient, plutôt que de me sentir frustrée par ce qu'ils n'étaient pas. Nos appels téléphoniques et discussions vidéo étaient agréables, se concentrant sur le partage de nouvelles et le maintien de la connexion, sans les sous-entendus d'obligation et de ressentiment. Emma m'a rendu visite à Londres 2 fois pendant ces 2 années, et ces visites ont aidé à consolider notre relation en tant qu'adultes qui choisissaient d'être dans la vie l'une de l'autre plutôt que des sœurs liées par l'obligation et la compétition. Elle était sincèrement impressionnée par ce que j'avais construit pour moi-même professionnellement et personnellement, et j'ai pu soutenir ses efforts continus pour trouver sa propre direction sans me sentir responsable de son succès. Quand je suis revenue de Londres, on m'a offert un poste qui représentait le summum de la réussite dans mon domaine, présentatrice de mon propre programme d'information en prime time sur une grande chaîne. À 30 ans, je serai l'une des plus jeunes personnes à jamais occuper un tel poste, et la plus jeune femme à présenter un programme d'information en prime time dans l'histoire de la chaîne. Le salaire était extraordinaire, le prestige était inégalé, et la plateforme me permettrait d'influencer les conversations nationales sur les questions qui me tenaient le plus à cœur. C'était tout ce vers quoi j'avais travaillé depuis que j'avais d'abord décidé de poursuivre le journalisme comme carrière. Quand j'ai appelé mes parents pour leur annoncer cette nouvelle, leur réaction correspondait exactement à ce que j'avais appris à attendre et rien de ce dont j'avais encore besoin.
Ils étaient fiers et contents, mais leur enthousiasme était mesuré et leur attention s'est rapidement tournée vers des préoccupations pratiques concernant les exigences du nouveau poste et la façon dont cela pourrait affecter ma vie personnelle. Mais la réaction de la communauté journalistique a été extraordinaire. Collègues, mentors et dirigeants de l'industrie ont reconnu l'importance de cette nomination et l'ont célébrée avec un enthousiasme qui égalait ma propre excitation. Cette reconnaissance m'a semblé complète et satisfaisante parce qu'elle venait de personnes qui comprenaient ce que représentait cette réussite. Les négociations contractuelles pour le nouveau poste m'ont donné un pouvoir de négociation que je n'avais jamais eu auparavant. J'ai pu négocier non seulement le salaire et les avantages, mais aussi le contrôle créatif sur le contenu de mon programme et la liberté de poursuivre le genre d'enquête journalistique qui avait toujours été ma passion. Pour la première fois de ma vie, j'avais les ressources et la plateforme pour créer exactement le type de carrière que j'avais toujours imaginé. Je pouvais poursuivre des sujets qui m'importaient, utiliser ma position pour mettre en lumière des questions qui me tenaient à cœur et construire un héritage basé sur un travail qui servait des objectifs plus grands que moi-même. Ce succès m'a aussi donné la sécurité financière pour faire des choix basés sur mes valeurs plutôt que sur la nécessité. Je pouvais soutenir des causes auxquelles je croyais, aider des gens qui m'importaient et construire le genre de vie qui reflétait mes priorités et mes objectifs. En m'installant dans mon nouveau rôle, j'ai commencé à réfléchir au parcours qui m'avait mené à ce point. Le traitement différentiel qui m'avait autrefois semblé si douloureux m'avait finalement rendue plus forte, plus autonome et plus déterminée à réussir selon mes propres termes. J'ai réalisé que l'échec de mes parents à investir en moi de façon égale avait en fait été un cadeau, bien que ce ne soit pas celui qu'ils avaient eu l'intention de faire. Leur négligence m'avait forcé à développer des compétences, de la confiance en moi et une résilience que je n'aurais peut-être jamais acquise si j'avais reçu le même niveau de soutien qu'Emma avait eu. La reconnaissance que je recevais maintenant de ma communauté professionnelle était plus significative que l'approbation familiale n'aurait jamais pu l'être parce qu'elle était basée sur la compréhension et la valorisation de mes capacités réelles plutôt que sur le fait de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. 6 mois après avoir pris mon nouveau poste, j'ai décidé d'utiliser ma plateforme pour faire une série de reportages d'investigation sur la dynamique familiale et le favoritisme, explorant comment le traitement différentiel affecte le développement des enfants et leur réussite à long terme. Cette série était profondément personnelle pour moi, même si je n'ai pas partagé directement ma propre histoire. La réaction à cette série a été bouleversante. Les téléspectateurs ont partagé leurs propres expériences de favoritisme familial, de traitement différentiel et les effets à long terme d'avoir grandi en se sentant sous-estimés par leur famille. Les conversations qui ont émergé de ces reportages ont créé une communauté de personnes qui avaient trouvé la force de surmonter la négligence familiale plutôt que d'en être diminuées. Grâce à ce travail, j'ai réalisé que mon expérience n'était pas unique, que de nombreuses personnes à succès avaient été façonnées par des dynamiques familiales qui sous-estimaient leur potentiel et les forçaient à développer une autonomie exceptionnelle. Cette série est devenue un moyen d'utiliser ma plateforme pour valider des expériences qui sont souvent écartées ou minimisées. La reconnaissance professionnelle pour cette série a été extraordinaire, mais plus importante encore était la satisfaction personnelle d'utiliser mon succès pour aider d'autres personnes à comprendre et surmonter des défis similaires. Cela ressemblait à la revanche ultime de chaque choix que j'avais fait de privilégier mon propre développement plutôt que l'approbation familiale. Alors que j'écris ces lignes, j'ai 32 ans et je suis au sommet de ma carrière. Je présente l'un des programmes d'information les plus respectés du pays, je remporte des prix pour mon travail d'investigation et j'utilise ma plateforme pour créer un changement positif dans le monde. Je suis financièrement stable au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, professionnellement respectée par des personnes dont j'estime l'opinion et personnellement épanouie par un travail qui sert des causes plus grandes que moi-même. Ma relation avec ma famille a évolué vers un respect mutuel et des limites appropriées. J'aime mes parents et ma sœur, et je maintiens un contact régulier avec eux, mais je ne cherche plus leur approbation ou leur validation. J'ai appris à les apprécier pour ce qu'ils sont plutôt que d'être déçu par ce qu'ils ne sont pas. Emma a finalement trouvé sa voie, lançant une entreprise de conseil prospère qui utilise ses talents naturels de communication et son intelligence sociale. Elle s'épanouit d'une manière qui me rend sincèrement heureuse, et notre relation est devenue une relation de soutien mutuel et de compréhension plutôt qu'une compétition pour les ressources familiales. Mes parents sont fiers de leurs 2 filles, chacune ayant réussi à sa façon.
Ils n'ont jamais pleinement reconnu le traitement différentiel qui a marqué notre enfance, mais ils ne m'ont jamais non plus demandé de faire semblant que cela ne s'était pas produit. Nous avons trouvé un moyen de maintenir des relations familiales sans relancer les griefs du passé. La leçon la plus importante que j'ai apprise, c'est que la reconnaissance et la validation que j'ai passé des années à désirer de ma famille n'allaient jamais me combler comme je le pensais. L'approbation qui compte vraiment vient de personnes qui comprennent et valorisent vos véritables forces, qui célèbrent vos réussites parce qu'elles en reconnaissent l'importance, qui soutiennent vos objectifs parce qu'ils correspondent à votre moi authentique. Si vous êtes quelqu'un qui a vécu le favoritisme familial, des traitements différenciés ou la douleur de se sentir sous-estimé par les gens qui sont censés vous aimer inconditionnellement, je veux que vous sachiez que leur incapacité à voir votre valeur ne diminue en rien votre vraie valeur. Parfois, le plus grand cadeau que nos familles peuvent nous faire, c'est la motivation de leur prouver qu'elles ont tort, de dépasser leurs attentes si complètement que leur approbation devient sans importance. Le succès que j'ai obtenu n'était pas malgré la négligence de ma famille, mais à cause d'elle. Leur sous-investissement en moi m'a forcé à surinvestir en moi-même. Leur échec à célébrer mes réussites m'a appris à trouver la validation auprès de sources qui comprenaient vraiment leur importance. Leur supposition que j'avais besoin de moins de soutien m'a rendu assez fort pour réussir sans aucun soutien du tout. L'incapacité de votre famille à voir votre potentiel ne limite pas vos vraies possibilités. Leur échec à investir dans vos rêves ne vous empêche pas de les réaliser. Leur traitement différencié en dit tout sur leurs limitations et rien sur votre valeur. Si cette histoire vous parle, si vous vous êtes senti oublié ou sous-estimé par votre propre famille, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a toute une communauté de personnes qui ont trouvé la force de surmonter la négligence familiale, qui ont utilisé les traitements différenciés comme motivation pour dépasser toutes les attentes, qui ont construit des vies extraordinaires malgré avoir reçu moins de soutien qu'elles ne le méritaient. J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires. Avez-vous vécu un favoritisme familial qui vous a finalement rendu plus fort? Avez-vous trouvé un succès qui a vengé votre valeur d'une façon que votre famille n'a jamais reconnue? Avez-vous appris à chercher la validation auprès de sources qui comprennent vraiment votre valeur? Et si vous avez trouvé cette histoire significative, pensez s'il vous plaît à vous abonner et à liker cette vidéo. Partager ces expériences aide à créer la communauté et la validation que nous méritions tous de nos familles, mais que nous n'avons pas reçue. Parfois, la famille que nous choisissons à travers la compréhension partagée et le soutien mutuel est plus nourrissante que la famille dans laquelle nous sommes nés. Rappelle-toi, ta valeur ne dépend pas de la capacité de ta famille à la reconnaître. Ton potentiel n'est pas limité par leur incapacité à y croire. Ton succès n'a pas besoin de leur approbation pour avoir du sens. Tu es suffisant, exactement comme tu es, et tes accomplissements comptent peu importe qui choisit de les célébrer.